je vous remercie, les organisateurs de ce colloque. Je suis ravie d'être ici et de présider cette session, donc public et publicité. Et je présente d'abord Camille Cordier qui va démarrer avec une communication intitulée « Apprivoiser l'Atlantique, le langage publicitaire de la boutique caribéenne ». Camille est doctorante de l'Université Lumière Lyon 2 au laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes. Elle bénéficie, tout est écrit derrière, elle bénéficie cette année d'une bourse d'écriture au musée du Quai Branly et de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Sa thèse porte sur consommation, marchés alimentaires et politiques dans les villes de Saint-Domingue au XVIIIe siècle. Elle a 2 articles. Le premier, déjà publié, est intitulé « Le travail des esclaves des boutiques alimentaires du Cap français à la fin du XVIIIe siècle. Cadre, organisation et expérience ». Alors le second, « Le nouveau monde de la viande ». Pas publié. L'institution de la ferme des boucheries à Saint-Domingue au XVIIIe siècle, qui est donc apparaître dans un livre dirigé par Philippe Bernardi, Corinne Mette et François Rivière sur les inscriptions spatiales de la réglementation des métiers. Et je lui donne tout de suite la parole pour une demi-heure. Merci. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, évidemment, merci beaucoup au comité pour l'invitation. Je suis honorée, un petit peu impressionnée aussi, je ne vous le cache pas, de parler devant vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler surtout des annonces de denrées alimentaires à Saint-Domingue au XVIIIe siècle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais revenir quelques secondes, un peu plus, sur la genèse de ma recherche pour expliciter en fait mon approche de la presse domingoise. Donc, lorsque j'ai commencé à réfléchir sur mon sujet de thèse avec Natacha Coquery, je voulais travailler donc sur les questions de consommation au XVIIIe siècle. Évidemment, sur ce sujet, la grande thématique incontournable est la question de l'interaction entre ce que certains ont appelé la révolution consumériste et l'importation de nouvelles, consommation de nouvelles denrées coloniales, café, sucre, tabac. Tout cela produit dans la Caraïbe. Ma première question, la question, on va dire, originale, j'espère, a été de me demander, en fait, s'ils produisent tant de produits pour l'Europe, eux, là-bas, qu'est-ce qu'ils mangent ? Et de la même manière, lorsque je me suis penchée sur la presse domingoise, j'ai essayé ce même changement de perspective. C'est-à-dire que j'ai lu des chercheurs comme John Stobart, Maud Villeray, qui montraient comment la presse commerciale a nourri cette demande pour les denrées coloniales en Europe. Je me suis donc demandé la question inverse, de la même manière, est-ce que la presse caribéenne aurait participé à la diffusion de la consommation de ces denrées de métropole dans la colonie ? Alors, je vais commencer donc sur les questions des annonces. L'histoire de la presse dans la colonie française de Saint-Domingue commence en 1764. Cette année, pour la première fois, est publiée par l'homme de loi Jean Monceau une revue, Les Avis divers, spécialisée dans l'actualité politique et surtout économique de la colonie. Renommée Affiche américaine en 1766, la publication dure jusqu'en 1790. La date de création n'est pas anodine. 1764 marque, à un an près, la fin de la guerre de 7 ans et le renouveau économique de Saint-Domingue qui va réussir à doubler ses exportations de sucre et de café vers la métropole. Elle devient alors la colonie de plantation la plus riche de la Caraïbe, devant la Jamaïque. Cette richesse est basée sur l'exploitation des esclaves afrodescendants qui constituent la majorité de la population. En 1789, c'est à peu près 450 000 esclaves pour 30 000 blancs et 20 000 libres de couleur. Parce que spécialisée dans l'agriculture d'exportation, la colonie est aussi dépendante des apports extérieurs pour ses besoins en nourriture. À l'exception de quelques produits frais, des fruits, des légumes, de la viande qui vont être produits dans les jardins des esclaves ou dans la partie espagnole de l'île, la quasi-totalité de la nourriture consommée provient de la métropole et de l'Amérique du Nord. Donc en fait, pour la première fois, on va avoir une société qui va être totalement dépendante d'autres continents, à des milliers de kilomètres, pour les produits essentiels à sa consommation, sa survie de manière plus générale. Donc, ce flux de marchandises va exploser après 1763.
On voit ici un graphique avec les importations en nourriture des Antilles françaises selon les données collectées par le projet TOFLIT 18 porté par Guillaume Dodin. Donc on voit à peu près après 1763, on est à peu près à 15 millions de livres coloniales de marchandises, en marchandises alimentaires, sans compter ici les importations illégales en provenance des colonies anglaises. La majorité de ces importations, comme vous pouvez le voir, sont à la base du régime alimentaire français, de la farine pour le pain, de la viande et d'alcool. Mais peut-être ce qui n'apparaît moins bien sur ce graphique, c'est qu'en même temps que cette massification des flux, on a aussi une diversification des cargaisons. Donc on va avoir des nouveaux produits, des produits d'épicerie, de la confiserie, qu'est-ce que j'ai comme exemple encore? Les condiments, mais aussi au sein de cette catégorie, ce même phénomène de diversification, par exemple la viande, en plus du bœuf salé et du lard, on va voir apparaître des langues, fourrées ou non, du jambon, de la cuisse d'oie. Parmi les alcools, en plus des eaux de vie et du vin rouge, on va voir de plus en plus des alcools en bouteille, du cidre, de la bière, des liqueurs, du rouge, du blanc, du mousseux, du vieux, du jeune, etc. Donc on va avoir une population libre à Saint-Domingue, après 1763, qui a accès à un marché alimentaire en plein essor, lointain, et aussi de plus en plus diversifié. Ils vont donc être à la recherche d'informations pour s'orienter sur ce marché. Et c'est va être une des premières fonctions remplies par la revue des affiches américaines. Dès le début du journal, la plus grande partie des pages imprimées est consacrée à la transmission d'informations sur le commerce. Jean Mousseau s'inspire ici de deux modèles. On retrouve à la fois le système rubrical de la presse atlantique et celui de la presse esclavagiste. La première page est concentrée sur les mouvements portuaires, le cours des prix des denrées coloniales, donc sucre, café, indigo, et des produits de base importés, farine, vin, savon, etc. Et suivi par les annonces de marronnage, c'est-à-dire celles des fuites d'esclaves, puis les avis divers sont imprimés dans les dernières pages du journal, après les nouvelles politiques. Pour s'adapter au mieux aux besoins des lecteurs, 2 versions de la revue sont publiées hebdomadairement dans les 2 plus grands ports de la colonie, Cap-Français et Port-au-Prince. Les affiches américaines représentent alors le journal le plus populaire et le plus longévif de la colonie. En 1788, il compte plus de 1500 souscripteurs et bien plus de lecteurs. Il est acheté en majorité par les classes les plus aisées, les officiers, les familles de négociants, de planteurs et de notables, mais aussi mis à disposition du public dans les cafés, les académies qui fleurissent dans les grandes villes. Face à son succès, la revue devient bi-hebdomadaire en 1786, tandis que la taille des caractères va aller en diminuant et le nombre de pages va tripler, dû surtout à l'augmentation de la place consacrée aux annonces commerciales. Alors, le contenu de ces annonces est plutôt classique, si l'on compare avec la presse commerciale de métropole. Les commerçants font la promotion de leur enseigne en vantant la diversité du stock, la qualité et le prix des produits. Mais, spécificité de la presse domingoise, on n'y parle presque que de denrées importées, rien sur le commerce et l'artisanat locaux. Cette recherche se positionne donc à la jonction entre 2 processus connexes au cœur de l'histoire atlantique. Tout d'abord, l'émergence d'une presse américaine qui favorise la diffusion des nouvelles idées et pratiques à travers l'Atlantique. Ça va être le sujet d'études, par exemple, d'April Shefford ou de John Carregus, qui ont montré comment les affiches ont permis la formation d'une sphère publique et la diffusion des idées des Lumières à Saint-Domingue. Phénomène secondaire, la circulation croissante des marchandises et des individus, ce qu'on a appelé plus tard la première mondialisation, étudiée par beaucoup de personnes. Je cite très rapidement Jean Tarade, plus récemment Pierre Singara-Velou. Donc moi, ce que j'essaye de faire en étudiant ces annonces alimentaires, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment le secteur du commerce au détail va s'emparer de ce nouveau média pour promouvoir la consommation de ces denrées importées. Ce que je souhaite, et ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de démontrer comment, à travers la presse, il participe à rendre intelligible l'Atlantique en tant qu'aire d'approvisionnement et à former le consommateur ou la consommatrice atlantique, celui ou celle qui possède les connaissances nécessaires pour s'orienter sur ce marché et consommer avec goût. C'est-à-dire qu'il sait trouver le bon produit, avec la bonne origine, la bonne réputation et la bonne qualité. Pour ce faire,
j'ai réalisé un échantillon d'analyse des annonces de vente de produits alimentaires à partir de la version numérisée des affiches par la bibliothèque de l'Université de Floride. L'échantillon ne porte que sur Cap-Français, qui est à cette époque le premier port de la colonie, la capitale politique de la partie du nord de la colonie et sa ville la plus peuplée. Donc on est à peu près entre 12 000 et 15 000 personnes, dont 2/3 d'esclaves. J'ai fait un échantillon sur 3 années. La première 1766, que c'est la première année où j'ai trouvé une version numérisée des affiches, puis 1776, 1786. J'ai ainsi pu collecter 27 annonces en 66, 52, puis 120. Aujourd'hui, la première partie de ma communication sera consacrée tout d'abord donc au profil des annonceurs pour comprendre l'omniprésence des denrées importées dans les avis divers. Puis la seconde partie portera sur les arguments publicitaires de ces annonceurs et les méthodes utilisées pour créer la désirabilité autour de ces produits importés. Alors, tout d'abord donc sur ces annonceurs, ces boutiquiers. Alors, quelques éléments de contexte. Au Cap-Français, la ville, on va dire, est réputée pour avoir un secteur du commerce au détail diversifié, riche, qui a connu un processus de sophistication rapide. Au début de la colonie, la distribution des denrées est surtout assurée par les tenants de cabarets, des magasins généraux, sur le modèle de l'Amérique du Nord. Mais dans le monde qu'on va nous étudier, celui de la monde de la boutique après la guerre de 7 ans, on est bien différent. On a un secteur, donc, comme je vous l'ai dit, diversifié, des négociants locaux, les capitaines de navires et une foule de petits artisans et détaillants blancs et libres de couleur, des boulangers, des bouchers, des licoristes, des confiseurs, des traiteurs, etc. La publicité n'est cependant utilisée que par un groupe restreint de commerçants, ceux qui ont les moyens de payer l'annonce, ceux qui ont besoin de vendre sur un vaste territoire et ceux qui opèrent dans les secteurs les plus compétitifs. Au Cap-Français, il va s'agir des négociants et des capitaines de navires, qui sont en fait aussi les premiers maillons de la chaîne de distribution des comestibles importés. Donc ici, on a un premier exemple très typique d'une annonce de négociant. Alors, dans la colonie, en fait, ce sont des intermédiaires, le plus souvent entre les planteurs et les négociants de métropole. Ils sont peu spécialisés, ouvrent boutique en ville, y vendent en gros et en détail, et ils sont très nombreux. L'objectif de leur annonce, la plupart du temps, est de faire connaître au public l'arrivée des nouveaux chargements. Ensuite, on a les capitaines. Ceux-ci sont en fait la particularité, c'est qu'ils ne sont présents que quelques mois dans l'année dans la ville. Ils y ouvrent boutique et à chaque fois sont obligés de trouver un nouveau magasin et qu'ils louent à des particuliers. Donc l'annonce sert le plus souvent à faire connaître l'adresse de ce magasin éphémère et le contenu de la cargaison. Au début du journal, en 1766, ce type de texte va représenter presque la quasi-totalité des annonces de vente et de comestibles au Cap. Sur les 27 annonces, 8 sont publiées par des capitaines et 14 par des négociants. Bien que la rubrique des avis divers reste le territoire du négoce, le profil des annonceurs va se diversifier au cours du temps. Vous pouvez le voir avec ce joli graphique plein de couleurs. Aux côtés des négociants et des capitaines prennent place des détaillants, des artisans de tout métier. C'est-à-dire métier de bouche, on va trouver les boulangers, confiseurs dont je vous ai parlé, mais on va aussi voir des menuisiers, des horlogers, qui sont toujours en nombre restreint pourtant. En 86, ils ne sont qu'une dizaine, la majorité d'entre eux sont des hommes, quelques femmes blanches apparaissent cependant. Malgré la diversification relative du profil des annonceurs, la quasi-totalité des annonces reste axée sur les comestibles importés. On voit apparaître, on comprend alors que du négociant, de l'horloger, le menuisier, le boulanger, toujours ces mêmes personnes dont je vous parle, tout le monde en fait vend ces types de produits. Et la presse révèle un petit peu l'ubiquité en fait du commerce atlantique dans la ville. On le voit par le choix des produits d'appel, c'est-à-dire les produits mis en avant dans les annonces pour attirer le chaland, qui sont de deux types. Ceux qui sont nécessaires à l'approvisionnement des plantations et à la nourriture des esclaves, et les produits plus rares, ceux plus recherchés par la clientèle aisée, celle-là même qui lit les affiches américaines. Tout au long de la période, l'alcool, comme vous pouvez le voir ici, qui est le premier produit importé, fait l'objet du plus grand nombre d'annonces. En 1966, les 3/4 des publications mentionnent du vin ou de l'alcool fort, puis près de 40% dans les décennies suivantes. Ces alcools, c'est souvent du vin ou des eaux-de-vie qui sont, dans la colonie, seulement consommés par les populations libres, sachant que les esclaves, eux, vont plutôt boire du tafia, c'est-à-dire du rhum.
Suivent ensuite les comestibles destinés à être vendus en gros pour les planteurs ou au détail pour les classes intermédiaires et populaires, c'est-à-dire les légumineuses, le riz, le maïs, les biscuits, les petits salés ou la morue. En 86, ils font l'objet de près de la moitié des annonces. Enfin, signe de la diversification des importations venant de métropole, la part des produits spécialisés va en augmentant. En 66, seule une annonce, par exemple, va concerner le thé, tandis qu'en 86, 15% des annonces vendent des aliments qu'on peut appeler de demi-luxe, des confiseries, des fromages, de la moutarde, des cuisses-doigts, etc. La pratique de mettre en avant ces produits importés est commune à tous les profils de boutiquiers. Ceux-ci mettent en avant le stock de nourriture importée, bien que certains aussi commercent des produits locaux ou même en fabrique. On a ici, par exemple, l'exemple du distillateur au coulis, qui ne mentionne pas la production de son propre atelier, mais préfère évoquer ses nouveaux arrivages de graines, de jardinage, de moutarde et de thé. De la même manière, les boulangers, métayers et compagnie ne parlent pas de la qualité du prix ou du prix du pain, mais du dernier arrivage en alcool. Alors, pourquoi ce choix de stratégie locale, de stratégie commerciale? Alors, déjà parce qu'en fait, il y a peu de production locale. Comme vous pouvez le voir, la plupart des produits sont importés, ils ne sont pas produits sur place. Ensuite, même ceux qui sont produits sur place le sont en fait par les esclaves eux-mêmes, qui sont détenus par des commerçants qui, pour la plupart, ne connaissent pas le métier, c'est-à-dire des personnes de la métayer et compagnie. Ils sont très probablement pas boulangers, ont acheté des esclaves boulangers qui produisent le pain, et donc c'est plus difficile de dire je suis un très bon boulanger quand ils n'ont jamais mis la main à la pâte. Ensuite, une des autres raisons de ce choix de stratégie commerciale, c'est que aussi ces produits importés sont les plus recherchés, nécessaires à l'économie de plantation, mais aussi parce qu'au sein de cette société hiérarchisée qu'est la société coloniale, les colons ont tendance à rejeter le régime local, considéré comme réservé aux esclaves, et vont préférer le régime français. Donc on va trouver une opposition, par exemple, entre le pain et la cassave, qui est un pain fait de farine de manioc. Comme je vous ai déjà dit, l'opposition entre vin et tafia, et donc la même chose entre tous les produits importés et les produits locaux. Ils cherchent ainsi à attirer en fait les gros clients, ceux qui achètent de la nourriture pour leurs esclaves et qui veulent pour eux-mêmes des produits plus rares pour leur table. Ils vont donc, comme on voit dans le dernier exemple, s'adresser directement à eux, aux habitants ou aux négociants. La presse apparaît donc comme un mode de communication réservé aux acteurs du commerce atlantique, avec un premier cercle de négociants, de capitaines et de planteurs, qui sont les principaux trafiquants de ces denrées importées, et un second cercle d'artisans détaillants de moins grande envergure. Toutes ces personnes ont en commun, et peut-être que vous l'avez déjà remarqué, ils sont blancs. En effet, les libres de couleur, c'est-à-dire les affranchis et descendants d'affranchis d'esclaves, sont rares dans la presse. Ils sont totalement absents de la rubrique politique, et même dans les annonces de marronnage, alors même qu'ils possèdent souvent des esclaves. Sur les 10 000 annonces publiées, il y en a 200 qui l'ont été par des libres de couleur. Ils sont pourtant bien intégrés dans l'économie urbaine, bien que plutôt spécialisés dans le marché interne ou dans le commerce informel, comme l'avait montré déjà Dominique Rogers. Dans l'ensemble de l'échantillon, je n'ai trouvé que 2 annonces publiées par un libre de couleur, Lindor, qui se présente comme un fournisseur de navires. Donc on a ici l'exemple d'une des annonces publiées par Lindor. On apprend qu'il est spécialisé dans l'approvisionnement des navires en produits frais, et donc qu'il opère en fait à la jonction entre ce marché atlantique et ce marché local. Il apparaît comme tributaire des affiches américaines pour se faire connaître auprès d'une clientèle de passage, les capitaines, difficilement accessible par d'autres moyens. Par le recours à la presse, il cherche ainsi à asseoir une réputation en tant que commerçant respectable qui maîtrise le langage commercial de commun aux négociants et aux capitaines. Mais, de manière plus générale, l'annonce aussi en dit beaucoup sur l'usage, la perception de la presse et sur l'organisation du secteur. On voit en fait comment la presse est considérée par les mêmes petits détaillants comme une manière de communiquer, d'accéder en fait au monde du commerce atlantique. On peut aussi comprendre en fait le désintérêt des libres de couleur pour les petites annonces, qui s'expliquerait en fait plutôt par l'absence de nécessité de promouvoir leur commerce par ce biais. Moins alphabétisés, plus implantés dans la colonie, les libres de couleur ont établi leur réputation à l'écart de ce média, auprès d'une clientèle peut-être plus noire, plus populaire, et peu habituée à lire la presse écrite.
Enfin, on peut voir en fait comment la presse va renforcer la dichotomie au sein du monde du commerce au détail, avec des blancs plutôt tournés vers l'Atlantique, qui intègrent la presse dans leur stratégie commerciale, et des libres de couleur plus tournés vers le marché interne, et peut-être avec des pratiques plus tournées sur les questions d'oralité. Ce dernier, donc, le monde du commerce atlantique, il développe un langage publicitaire commun, conçu pour promouvoir la qualité des marchandises importées et donc leur consommation. Donc j'en arrive sur la question plutôt du langage publicitaire et des arguments utilisés par les commerçants. La qualité est signalée le plus souvent par deux indicateurs, la provenance et la date d'arrivée du produit. À travers la rhétorique publicitaire, les annonceurs se mettent en scène comme des commerçants connectés, capables de se fournir sur plusieurs continents et aussi capables de guider les consommateurs au sein de l'espace-temps de l'économie atlantique. Par la transmission des connaissances, des temps de traversée et de l'origine des spécialités proposées, ils participent aussi à la formation d'un consommateur atlantique éclairé. Un premier exemple de ce type d'argument, c'est de convaincre le lectorat de la qualité des produits et ainsi la meilleure manière de convaincre de cette qualité, c'est comme on a des produits situés à des milliers, qui ont été produits à des milliers de kilomètres, et bien tout simplement c'est d'expliquer que c'est de donner l'idée de fraîcheur. Il faut que ce soit pas pourri, quoi. La priorité des commerçants est donc de convaincre la clientèle du récent déchargement des marchandises, et ici plusieurs stratégies sont utilisées. Alors la plus simple, la plus concrète, c'est dire que c'est frais, ou même très frais, comme on peut voir avec la première annonce. Ensuite, on peut être plus précis et mettre en avant l'arrivée récente du navire, avec parfois quelques détails sur la date de débarquement et le temps de trajet, qui est ici sous-entendu avec la deuxième annonce. Et plus rarement, on va tout simplement aussi expliquer que un des éléments très importants, c'est le bon conditionnement de ces produits, comme on peut le voir avec ces morues sèches très bien conditionnées et de qualité supérieure, heureusement quand on parle de morues. Donc, dans les annonces de vente de comestibles, un des autres arguments pour convaincre de cette qualité, c'est de préciser l'origine géographique, qui va faire l'objet d'une annonce sur deux dans mon échantillon. L'éventail des lieux réplique la géographie de l'aire d'approvisionnement du Cap, c'est-à-dire la métropole, l'Europe, l'Amérique du Nord et la Caraïbe française. Pour les commerçants, la précision sert à certifier donc la qualité du produit, tandis que pour les consommateurs, elle aide à se repérer au sein de ces marchés alimentaires internationaux. Elle participe ainsi à la construction d'une image d'un Atlantique désirable et nourricier. Une des premières origines citées, c'est la France et ses terroirs, qui va faire l'objet d'une dizaine de mentions en 1966, une quarantaine en 1986, c'est-à-dire à peu près un tiers des annonces. C'est le signe de l'intégration dans la culture de consommation caribéenne de la géographie des terroirs qui se structure au cours du XVIIIe siècle. Je fais ici référence aux derniers travaux de Philippe Mézy qui montrent en fait comment au sein de la métropole, on a des terroirs et des réputations qui vont se créer autour de ces terroirs. Ce que je montre ici, c'est que ce n'est pas limité qu'à la métropole, mais la Caraïbe fait aussi partie de ce monde des terroirs, de cette connaissance des terroirs. Donc, très classiquement, on a les jambons et les cuisses d'oie qui vont provenir de Bayonne, les sucreries de Nantes, les lentilles d'Auvergne, et ici, on peut voir le kir de Lorraine. Pour la clientèle mobile de la Caraïbe, ça peut donner un goût de familier, l'impression d'être toujours en métropole et de ne pas être séparé par un océan. Mais ça peut la permettre aussi de se tenir au courant des dernières tendances et des nouveaux produits en vogue. Mais l'horizon d'attente des Caraïbéens n'est pas juste une copie conforme de celui des métropolitains. Elle intègre aussi d'autres sphères de l'aire d'approvisionnement dans la Caraïbe française. Donc, un des exemples que je vais vous donner, c'est celui que vous voyez ici, c'est les liqueurs de la Veuve Anfou. C'est une marque particulièrement convoitée, donc de la liqueur de la Veuve d'Anfou, qui est une liqueur de menthe et d'eau-de-vie, avec une recette secrète. Elle a été créée par Madeleine Achard, qui est née en 1710, qui est d'origine de Marseille et qui s'implante donc en Martinique, et qui fabrique ce type de liqueur à partir des années 60. La marque reste, même après qu'elle ait vendu son commerce, qui montre bien la réputation de cette liqueur de Veuve d'Anfou au sein de la Caraïbe.
Ensuite, une des troisièmes régions citées, c'est celle de l'Amérique anglaise, qui est de plus en plus présente dans les annonces, qui montre en fait, c'est une conséquence de l'ouverture des barrières de l'exclusif. Dès le début de la colonie, ces produits se créent un commerce de contrebande entre les colonies des différents empires, surtout au Cap, qui est une des pierres angulaires de l'interlope franco-anglais. Mais même si ces échanges de denrées se font depuis, on va dire, depuis le XVIIe siècle, on n'en trouve aucune trace dans la presse en 1766. Ce n'est qu'en 1776, alors que le commerce avec... Je vais remettre sur... À partir de 76, alors que le commerce avec les insurgés est toléré par les autorités et que croît la pénurie des marchandises métropolitaines, que l'on voit apparaître des références aux colonies anglaises dans les affiches américaines. À partir de 1784, avec l'autorisation du commerce étranger, le nombre de mentions américaines, donc cette fois-ci des États-Unis, s'élève à une trentaine par an. Elles concernent par exemple le riz de Caroline du Sud ou du Mississippi ou le poisson de Nouvelle-Angleterre, qui sont les produits les plus communément importés des États-Unis. On voit ici donc comment les commerçants en fait, adaptent leur rhétorique publicitaire à l'actualité politique ou aux transformations de l'économie atlantique à cette période. Si le flux des informations transmis par les commerçants aide le consommateur à s'orienter sur le marché des comestibles, il nourrit aussi la demande de distinction de l'élite. Pour signifier la supériorité de leur goût, les plus aisés vont s'ériger en connaisseurs, c'est-à-dire ceux qui savent s'orienter au sein d'une économie de l'identification qui est caractérisée par une hiérarchisation des marchandises de plus en plus complexe. On a besoin de savoir d'où vient le meilleur riz, de connaître les appellations des produits terroirs que j'ai cités précédemment, mais aussi, une question centrale va être celle de l'alcool. En effet, dans une société où l'alcool est présent sur toutes les tables, le phénomène est particulièrement visible dans le domaine du vin, le produit le plus importé à Saint-Domingue et qui va être le sujet du plus grand nombre d'annonces, 64 au total. Dans une société, à la même époque, le vin devient en Europe un objet de dégustation. Se crée un marché pour le vin de qualité et une hiérarchisation croissante des crus. Pour les colons, maîtriser le vocabulaire du vin et la géographie viticole européenne, cela donne l'opportunité de mettre en scène sa proximité, voire même son appartenance avec les élites de métropole. Pour les attirer, les commerçants s'adressent à des amateurs éclairés en utilisant une taxinomie vinicole de plus en plus élaborée. Donc là, on peut voir la différence entre les années 60 et les années 80. Donc, dans les années 60, on va surtout seulement parler de la couleur et de l'âge du vin, vieux ou jeune, et on va avoir parfois les provenances étrangères, si c'est du vin de Malaga, et de manière générale, les régions viticoles, donc ici le Bourgogne. Dans les années 80, on voit que la hiérarchie des vins gagne en complexité. Outre l'âge et l'origine, le connaisseur doit maintenant connaître le nom des meilleurs domaines, donc ici le Château Margaux, et les millésimes, alors que les références à ce sujet deviennent de plus en plus communes dans les annonces. Afin de valoriser sa clientèle, de renforcer cette impression de s'adresser à des connaisseurs, certains boutiquiers vont s'adresser à eux comme à des amateurs, donc ici les amateurs de bon vin, comme on voit dans l'annonce de Grammont. Je conclus très rapidement. Que ce que moi j'ai appris, j'espère que vous avez aussi appris aujourd'hui. Donc on voit comment l'importation et la consommation des produits venus d'ailleurs, comme pour l'Europe le sucre et le café, ce n'est pas une évidence. Il y a un besoin d'un secteur du commerce au détail diversifié qui développe de nouvelles stratégies commerciales, dont l'usage de la presse, pour guider ce consommateur et le convaincre d'acheter ces produits. Via la presse, le consommateur apprend de nouvelles pratiques, un nouveau vocabulaire, une nouvelle géographie des produits. Ainsi, tout comme la presse a permis d'intégrer les Domingois dans le monde politique atlantique, elle permet aussi leur insertion dans cette nouvelle société de consommation qui émerge au XVIIIe siècle en Europe, en Amérique du Nord, mais comme on vient de voir, aussi dans la Caraïbe. Merci beaucoup.